Bonjour, hello. D'abord, j'aimerais remercier tous les organisateurs du colloque de m'avoir permis de vous parler via vidéo et exprimer mes regrets de ne pas être présent. Je suis en voyage en Grande-Bretagne pour la réunion annuelle de l'Association internationale des commissaires linguistiques à Cardiff. Je continue dans la même veine, même genre de discussion, même si ce n'est pas à l'Université d'Ottawa. Donc, merci de m'avoir permis de participer quand même. Thank you for allowing me to participate. I'm now in Great Britain to attend the annual conference of the International Association of Language Commissioners. So I'm still talking about similar things, but not at the University of Ottawa. But thank you for this invitation. Mais je pense que les défis restent les mêmes que depuis un certain temps. Il y a un défi de visibilité pour les langues officielles. Je pense que c'est très important que les communautés de langue officielle en situation minoritaire s'affichent, qu'ils soient visibles, que c'est possible pour des gens qui visitent des villes, des villages où la communauté minoritaire est présente, qu'ils reconnaissent la présence de la communauté. Maintenant, depuis longtemps, les communautés minoritaires sont plutôt invisibles. Il y a aussi un défi de leadership. Il faut que le leadership politique et administratif prennent toujours le soin de souligner l'importance des langues officielles dans la vie canadienne, la politique canadienne, l'identité canadienne. On a vu qu'après un certain temps, les candidats au leadership du Parti conservateur ont reconnu que c'est essentiel pour tous ceux qui veulent participer au niveau de leadership dans la vie publique canadienne, soit bilingues. Mais il y a toujours un danger que ceux qui sont bilingues le prennent pour acquis et qui ne comprennent pas que c'est une lutte qui ne s'arrête pas. Et quand il y a des leaders politiques qui répondent à une question posée dans une langue, dans la langue majoritaire, ça indique qu'ils comprennent mal le but fondamental de la politique. Il y a également, je pense, un défi pour les gouvernements, pour l'État et également pour les citoyens de se libérer de cette préoccupation avec les pourcentages. Chaque fois qu'on a les données statistiques, il y a toujours des gens qui disent que oh, ça baisse, il y a 79,6% des gens qui parlent français comme langue maternelle au Québec. Bon, on ne peut pas. C'est impossible, de façon mathématique, d'admettre 250 000 d'immigrants au Canada chaque année et maintenir le même niveau des gens qui parlent l'anglais ou le français comme langue maternelle. Et je pense que ce qui est important, c'est la vitalité de ces langues, la vitalité de ces communautés, la vie culturelle, économique et politique de ces communautés. Et je pense que le Parlement considère maintenant un projet de loi de libérer un peu le gouvernement de cette tyrannie des pourcentages en termes des obligations de livraison de services, au lieu de faire un recomptage de chaque district pour voir est-ce que cette communauté est toujours éligible à plein service bilingue dans les deux langues officielles. Je pense qu'il faut utiliser des critères de vitalité de communauté. Est-ce qu'il y a un centre communautaire? Est-ce qu'il y a une station de radio? Est-ce qu'il y a des écoles? Est-ce qu'il y a d'autres indications d'une communauté de langue officielle minoritaire? Et ce n'est pas parce que la majorité croît plus vite que la minorité doit être dans une situation de fragilité vis-à-vis des services essentiels.
Je pense que c'est essentiel que le gouvernement fédéral envoie un message très clair que, comme le plus grand employeur au Canada, le gouvernement a besoin des employés bilingues. Si vous regardez des autres pays occidentaux qui sont bilingues, comme la Finlande, comme la Belgique, comme l'Irlande, ils dépensent aucun argent du contribuable dans la formation linguistique pour les fonctionnaires. Ils présument que si des gens veulent être officiers dans les forces armées ou fonctionnaires, ils vont devenir bilingues eux-mêmes. Ils ont quand même cet avantage que l'éducation dans ces pays, c'est une responsabilité centrale. Au Canada, c'est la responsabilité des provinces qui représente un obstacle considérable, qui fait en sorte que le gouvernement fédéral devrait être davantage impliqué dans un message aux universités et de dire très clairement que, comme employeur, l'État fédéral a des attentes et des besoins. Tout comme des firmes d'architectes envoient un message aux écoles d'architecture qu'il y a certaines habilités dont ils ont besoin. Et de la même façon, les universités devraient envoyer un message aux écoles secondaires que l'apprentissage dans un contexte plus exigeant, ce qui est le contexte d'immersion, est un atout. Moi, j'ai déjà parlé à une étudiante en immersion qui m'a raconté qu'elle s'est fait dire par son prof « Prenez pas l'examen d'immersion, c'est plus exigeant. Prenez l'examen de Core French, vous aurez une meilleure note et c'est tout ce que les universités regardent. » Pour moi, c'est une formule d'encourager la médiocrité. Et encore une fois, ça prend du leadership et ça prend des voix autres pour des politiciens qui en parlent, qui livrent le message de façon continuelle que la dualité linguistique est un élément essentiel de l'identité canadienne et que c'est impossible de comprendre le pays sans comprendre ces deux langues officielles. Bien, je pense que c'est la seule façon d'avancer le dossier parce qu'effectivement, formation universitaire est une responsabilité des provinces. Le gouvernement fédéral peut jouer un rôle d'encouragement, un rôle d'appui. Parfois, dans le passé, quand le gouvernement fédéral a reconnu qu'il y avait trop de profs à l'extérieur du pays, ils ont créé les chaires pour attirer des Canadiens qui travaillaient ou qui étudiaient à l'étranger de revenir au Canada. Mais ça ne réduisait aucunement la responsabilité et le rôle des provinces dans le financement de l'éducation postsecondaire. Donc, une chose que je remarque, c'est au moins récemment, il y a des élections qui peuvent changer ce fait toujours, mais récemment, j'ai noté qu'il y a une majorité des premiers ministres provinciaux qui sont bilingues. C'est la première fois que ça se produit. C'est évidemment variable avec des changements des résultats électoraux. Mais ils ne l'ont pas fait parce qu'il y avait une obligation de communiquer avec les électeurs dans leur province. C'est parce qu'ils étaient ambitieux. Et comme un ambassadeur de la France m'a dit, au Canada, le français est la langue de l'ambition. Et qu'il voulait comprendre le pays. Et c'est une indication de à quel point, même au niveau provincial, les politiciens reconnaissent la valeur et l'importance de la connaissance des deux langues officielles.
Ben, comme j'ai dit, je pense que c'est très important que le gouvernement fédéral, comme employeur, et tous les sous-ministres dans tous les ministères, parce qu'il y a des... je ne sais pas si c'est un message qui a été envoyé maintenant, mais il y a plusieurs années, le greffier a envoyé le message aux sous-ministres qu'ils étaient le recruteur en chef pour le gouvernement fédéral dans le domaine de compétences de leur ministère. Donc, et souvent, les sous-ministres ont un rapport spécial avec l'université, une espèce de parrainage qui se fait avec des universités. C'est très important que ces gens-là envoient un message aux étudiants qu'ils rencontrent, aux administrateurs universitaires, aux professeurs, que la question du français, ce n'est pas une question de langue étrangère, c'est une question de langue canadienne où, pour monter dans l'hierarchie du gouvernement fédéral, c'est essentiel. Il y a un autre facteur aussi que le gouvernement pourrait faire. Ils ont essayé ça comme projet pilote et pour des raisons que je ne comprenne pas, ils ont abandonné. C'est de pas juste permettre, mais d'encourager les universités d'utiliser la classification d'évaluation de compétences linguistiques qui est utilisée par l'administration fédérale, par la Commission de la fonction publique, pour évaluer la compétence linguistique des fonctionnaires. Il y a plusieurs années, il y avait un fonctionnaire qui m'a dit c'est le seul domaine où le gouvernement ne reconnaît pas les compétences établies par les universités. Un diplôme en droit, n'importe où au pays, est reconnu comme une compétence par le gouvernement. Même chose pour la génie, pour d'autres qualifications. Mais en termes linguistiques, le gouvernement dit non, 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 on a notre propre façon d'évaluer la compétence linguistique qui est unique, parfois incohérent et contradictoire. Il y a trop d'exemples des gens qui ont fait des études postsecondaires dans leur langue seconde et ont été évalués au niveau B plutôt que C. Moi, j'ai vu des exemples qui étaient incompréhensibles, de certains qui avaient un niveau C, un niveau extension, et d'autres qui avaient juste un niveau C, et c'était leur maîtrise des deux langues était incomparable. C'est la personne qui avait... Donc, je pense que ce serait très important. Et c'est quelque chose qui a été essayé on parle maintenant d'il y a 15 ans, par Edmonton Public Schools, qui avait l'idée qu'on formait des étudiants canadiens pour travailler au Canada ou pour vivre au Canada, et on voulait avoir un système d'évaluation canadienne. Et ils ont été permis par la Commission de fonction publique d'utiliser leur évaluation. Les étudiants ont très bien fait. Mais par la suite, avec un changement de gestion à la Commission de la fonction publique, ils ont dit « Ah non, 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 la loi ne nous permet pas de faire ça. » Ils ont arrêté, puis ils ont dû utiliser le système français, qui est très valable, international, très bien respecté, mais on pense qu'en termes des gens qu'on essaie de préparer pour une vie au travail au Canada, on pourrait au moins concilier nos systèmes d'évaluation. Et je pense que c'est le temps de regarder, encore une fois, plusieurs fois, on revoit le système d'évaluation linguistique. Je pense que c'est toujours à refaire. Mais comme je dis, si on faisait ce genre d'évaluation quand les nouveaux employés étaient à l'université plutôt rendus au travail,
Maintenant, le système de formation linguistique est triplement cher. Ça prend plus longtemps pour quelqu'un à l'âge avancé d'apprendre une langue seconde et le salaire est plus important et il y a le coût de remplacement. Tandis que si on avait un système généralisé, connu, accessible pour des étudiants à l'université d'apprendre la langue seconde pendant l'été, dans les cours, des emplois d'été, des semestres passés à l'étranger ou au Québec ou dans le reste du Canada, où c'était aussi financé, organisé, connu et visible que le système Erasmus en Europe. Je pense que ça coûterait moins cher, ça serait plus efficace et ça enlèverait énormément de frustration chez les fonctionnaires qui sont arrivés au travail. Moi, je pense que la meilleure chose, c'est de faire connaître tous les outils qui sont utilisés dans toutes les institutions. Je pense qu'il n'y a pas une seule place où on peut aller voir une évaluation de tous les outils qui sont offerts par les programmes différents. Moi, je suis été frappé par le fait que l'Université de Lethbridge, dans le cours de formation des profs d'immersion, il y a une obligation pour chaque étudiant de passer au moins un semestre dans une université de la langue française, en Europe ou au Canada. Il y a aussi l'approche de l'Université d'Ottawa qui permet aux étudiants d'éviter d'avoir des mauvaises notes qui pourraient empêcher l'étudiant d'avoir une bourse ou accès aux études supérieures en choisissant une option d'une évaluation que de dire oui, la passer, mais sans avoir une note numérique. Ce qui me frappe généralement en regardant les universités à travers le pays, c'est qu'il y a souvent un éventail de programmes qui existent, mais qui ne sont pas connus. Il y a des programmes d'échange, il y a des programmes d'été, il y a des cours qui sont offerts dans les universités, mais ça prend pas mal d'efforts de la part de l'étudiant qui applique de trouver et de comparer. À un certain moment donné, suite à une étude que le commissariat aux langues officielles avait fait, on avait essayé de monter un site web où on pourrait faire cette comparaison de façon assez facile, mais on n'avait pas les ressources de maintenir ce site web interactif de façon continuelle. Je pense qu'il y a une institution qui a pris la responsabilité, mais j'ai perdu de vue un peu si c'est toujours possible pour un étudiant de faire une comparaison avec 2 clics pour voir quelle est la différence entre le programme Glendon puis le programme à l'Université d'Ottawa ou l'Université de Toronto et UBC. Mais c'est le genre de choses où le gouvernement fédéral pourrait jouer un rôle juste de partager cette information. C'est très difficile de savoir. Je pense que les étudiants ne sont pas nécessairement des constitutionnalistes. Et dans un contexte de la division de responsabilités entre le fédéral et le provincial, ce n'est pas quelque chose qui
qui va changer. On peut imaginer que si je dis souvent à la blague que les pères de la Confédération avaient donné les grands pouvoirs au gouvernement fédéral sur la politique étrangère, les outils de l'économie et les petites affaires minables aux provinces comme l'éducation et la santé. Donc, même si la population canadienne a changé d'avis sur ce qui est important, c'est pas demain matin, la veille, du changement constitutionnel. Donc, on doit vivre impact, pas d'impact. C'est pas quelque chose qui va changer. Ce serait une cible intéressante pour la prochaine étape. Les conversations que j'ai déjà eues avec des gens des collèges, ils sentaient que c'était la responsabilité des autres, ou bien le gouvernement fédéral, ou bien les universités, qu'eux, ils étaient dans le monde du pratico-pratique et voyaient ça comme quelque chose qui ne touchait pas l'essentiel de leur responsabilité. C'est bien de valeur, mais je pense que ça exigerait un changement. Pour des collèges francophones, c'est un peu différent. Même au Québec, même quand le Parti québécois était au pouvoir, on hésitait vraiment à empêcher des étudiants qui n'avaient pas droit à l'accès, droit d'accès aux écoles anglophones, de les barrer des cégeps, parce qu'on reconnaissait que dans certains domaines technologiques, surtout, la langue de la technologie internationale, c'est l'anglais, et que souvent les étudiants francophones voulaient se perfectionner dans des domaines très spécialisés offerts par des collèges technologiques. Malheureusement, je n'ai pas senti que le même sentiment existe dans l'autre sens linguistique. Moi, je ne sais même pas si le gouvernement fédéral reconnaît l'existence de l'immersion universitaire. Je n'ai jamais entendu que la présence de cette innovation faisait partie des décisions par le gouvernement. Il y a des institutions qui sont particulièrement choyées par des recruteurs du gouvernement fédéral à cause du bilinguisme des diplômés, comme l'Université d'Ottawa. Il y a certains autres où, par exemple, des juges à la Cour suprême hésitent d'embaucher des clercs d'un grand nombre d'universités parce que les diplômés ne sont pas suffisamment bilingues. Mais tout ça se fait très informellement. Je ne pense pas qu'il y a une reconnaissance formelle de l'existence même de ces programmes, même si certains de ces programmes essaient de se valoriser aux yeux de la fonction publique comme une source de recrutement. Juste revenir sur la question très importante du leadership à tous les niveaux. Que ce soit si personne dans des postes de leadership au niveau politique, au niveau administratif, au niveau universitaire, parle de l'importance du bilinguisme, parle de l'importance de l'immersion,
parle de l'importance d'avoir des occasions d'apprentissage de la langue seconde, il y aura une tendance de penser que tout ça, c'est une question qui a déjà été réglée dans le passé. Je veux bien que c'est très important pour le gouvernement de reconnaître l'importance de la réalité autochtone et la réconciliation, mais on doit pouvoir faire ça en même temps de reconnaître que la dualité linguistique comme une partie essentielle de l'identité canadienne, c'est une lutte à continuer. C'est comme monter un escalier roulant qui descend. Si on s'arrête, on redescend. Moi, je trouve ça très regrettable que la ville a toujours résisté d'être identifiée comme une ville bilingue. Je pense qu'il y a, je dirais, 2 ou 3 niveaux de conflit dans cette question. Il y a un maire et des conseillers qui sont très prudents, qui veulent à tout prix éviter un conflit. Il y a des gens d'Ottawa qui ont quitté le Québec à cause de la loi 101, on a vu que la peau était toujours sensible quand on a nommé David Levine comme président de l'hôpital d'Ottawa. Et il y avait presque des émeutes dans des réunions publiques à ce sujet. Il y a également une question fondamentale sur qu'est-ce que ça veut dire qu'Ottawa soit une ville bilingue. Et là, on voit le conflit entre une perception française de l'importance d'une charte des droits, d'une formalité de reconnaissance, et l'approche anglo-saxonne qui est beaucoup plus étapiste et qui a tendance à résister un système de charte, un système de reconnaissance des droits, des appels, et il y a également la question de la dualité de fonction de la ville d'Ottawa. Ottawa est en même temps une municipalité avec des résidents où il n'y a pas un quartier où il y a moins de 22 % de la population qui est bilingue. Donc, on doit penser que... Mais on pourrait imaginer qu'il n'y avait pas une piscine municipale à Ottawa, il n'y avait pas de leçons pour des enfants en français et en anglais, mais que le visiteur arrivait en face d'un unilinguisme public généralisé. Et de l'autre côté, on pourrait imaginer que tous les services aux visiteurs à la capitale fédérale étaient servis dans la langue officielle de son choix, mais que les services dans les communautés étaient résolument unilingues. Actuellement, moi, quand je reçois des informations des villes, c'est dans les 2 langues officielles, quand il y a une affiche qui annonce qu'il y aura un changement de zonage, on a un numéro de téléphoné en français, on a un numéro de téléphoné en anglais. Quand je monte sur un autobus, il y a des annonces dans les 2 langues officielles. Donc, qui fait en sorte que le maire répond « On a une ville bilingue.
La différence, c'est qu'il n'y a aucune garantie, il n'y a aucune déclaration, il n'y a aucune qui froisse la communauté, qui cherche une reconnaissance publique de sa présence. Mais il y a également une majorité anglophone qui regarde la complexité du système linguistique qui existe au fédéral et dit on ne veut pas un appareil, on ne veut pas un commissaire, on ne veut pas une évaluation linguistique de chaque employé. Et ce que je trouve regrettable, c'est que je regarde ce qui s'est produit à Moncton. À un certain moment donné, la maire de Moncton a déclaré que Moncton était une ville bilingue. Puis, je parlais à la commissaire aux langues officielles du Nouveau-Brunswick, Catherine d'Entremont, qui était à cette époque-là la fonctionnaire responsable de désignation des municipalités bilingues au Nouveau-Brunswick. Puis elle a dit, c'est quoi ça? Moncton fait partie des 17 municipalités qui ont des obligations linguistiques au Nouveau-Brunswick. Comment ça, Moncton est une ville bilingue? Mais la différence, c'est que le maire de Moncton en avait fait quelque chose de fierté. On a fait une déclaration qui a fait en sorte que maintenant, quand Starbucks a ouvert un succursale au centre-ville de Moncton sans employés bilingues, il y avait suffisamment de protestations que Starbucks s'est excusé, avait engagé des employés qui pourraient servir ceux qui cherchaient du café dans les deux langues officielles. Donc, je trouve ça très regrettable que pour des raisons de prudence politique, le gouvernement municipal et le gouvernement provincial n'osent pas faire ce grand pas, aidé malheureusement par la déclaration du premier ministre qui, quand on lui a posé une question là-dessus, a dit, puis Gatineau, comme si Gatineau était la capitale du Canada. Donc, comme je dis, je trouve ça regrettable.